Est-il potentiellement le bon? 5 critères pour savoir si c'est le bon. C'est un sujet que j'ai déjà développé, mais je vais vous proposer une variante un peu plus précise et beaucoup plus adaptée aux nouveaux comportements amoureux que j'ai pu constater dans le monde de la rencontre et dont évidemment mes coachés, hommes comme femmes, me parlent. Bonjour à toi qui me suis ou à toi qui m'écoute pour la première fois. Dans ce podcast, je vais te donner 5 critères hyper importants qui ne sont pas du tout ceux auxquels tu t'attends et qui vont te permettre de ne pas perdre de temps avec ton date, en d'autres termes, ton rendez-vous, ton rencard. Les critères classiques ne sont plus tout à fait d'actualité, surtout si on parle d'un rendez-vous de qualité. Si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes, les femmes qui ont jusque-là galéré en amour, à maîtriser les règles du jeu amoureux et à comprendre quelle est leur responsabilité lorsqu'ils acceptent de rentrer dans l'intimité avec un partenaire condamné. Si tu ne l'as pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Tu trouveras le lien dans la description. 5 critères pour savoir si c'est le bon. Alors les 5 critères dont je vais te parler, tu les connais déjà. Le premier, c'est la fluidité dans les échanges et la réciprocité. Sauf que maintenant, si tu n'as pas encore été ghosté avant d'avoir eu quelques échanges, tu vas te rendre compte que tu peux parler avec quelqu'un pendant des jours et réaliser que cette personne ne te pose aucune question, ni pendant le chat, ni pendant le rendez-vous, et encore moins par la suite. Si l'autre ne te pose aucune question, c'est tout simplement que tu ne l'intéresses pas. Il peut y avoir du ping-pong, il peut y avoir un échange amusant, mais si tu as passé plusieurs heures avec quelqu'un qui ne te pose aucune question, ce n'est pas du tout par hasard. Et je t'invite à faire la part des choses entre la personne pudique, qui ne veut pas être intrusive, et la personne qui s'intéresse éventuellement à toi, mais en surface, et non pas pour qui tu es vraiment. Et si de surcroît, tu poses des questions, et que l'autre ne te dit pas « et toi », c'est encore plus inquiétant. Ça veut dire que l'autre prend plaisir à se répandre, à se raconter, mais finalement n'éprouve aucun intérêt à t'écouter. Alors je t'invite vraiment à prendre en considération les éventuelles questions de l'autre et surtout le fait qu'il ne te retourne pas la question que tu lui as posée. Le deuxième critère, c'est bien sûr la qualité des échanges. Ça, normalement, tu as pu le percevoir par écrit ou au téléphone ou en visio, si tant est que tu sois allé jusque-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un en face? Mais contre toute attente, l'autre peut avoir donné le meilleur de lui, le meilleur d'elle dans les échanges précédant la rencontre et se révéler quelqu'un de profondément inintéressant lors du rendez-vous. Et ça, tu ne peux pas le voir venir parce que toi, tu t'attends à ce que l'autre soit au moins aussi riche, voire plus riche que lors de l'échange. Et en réalité, c'est le contraire qui se produit. L'autre avait tout donné ou n'a pas forcément envie de faire l'effort. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un effort. Je pense malheureusement que dans la société de consommation amoureuse et sensuelle qu'est la nôtre, il n'y a finalement pas tant d'hommes intéressants que ça. Et je pense à ce commentaire de Julie que j'ai reçu sous une vidéo. Seule la dernière phrase nous intéresse parce que le commentaire d'après est en lien. Et elle nous dit, il faut avouer qu'ils sont peu nombreux à prendre suffisamment soin d'eux. Et c'est vrai que dès la quarantaine, des hommes qui ont du ventre, qui ont des barbes mal taillées, qui ne font pas de sport, qui s'alimentent mal, qui sont dégarnis mais qui n'ont même pas un style dans leur façon d'être dégarnis, sont légion. Alors les hommes pourraient vous dire la même chose, mais j'ai quand même l'impression qu'à âge égal, les femmes font plus attention à leur apparence que les hommes. Et là, je vais rester dans la thématique des personnes intéressantes avec le commentaire de Christine qui nous dit « Les attentes varient d'une personne à l'autre. Moi, par exemple, dit-elle, je suis une intello. » Comme ils disent. Ce n'est pas de la prétention, c'est vrai. C'est encore plus difficile pour nous, sous-entendu les femmes intello. Notre métier, nos centres d'intérêt tournent autour de thématiques auxquelles la plupart des gens ne s'intéressent pas. Et donc, Christine nous dit « Je suis toujours sortie avec des hommes cultivés, curieux d'esprit, aimant les arts, la culture, les voyages, ayant de l'humour, courtois, éduqués et ayant un minimum de classe. Pourquoi? Parce que c'est ce que je suis. » Mais respectez-vous, Christine. Si vous êtes ceci, pourquoi faire du down dating? Pourquoi fréquenter des hommes avec lesquels vous n'avez pas d'acquaintance? Christine nous dit, parce que aussi agréable à regarder soit-il, un homme qui n'a pas ça m'ennuie. Et je ne supporte pas de m'ennuyer. Cela étant, ça poserait la question de l'ennui qui est une autre thématique. Mais pour rester sur la thématique de la qualité des échanges, Christine nous dit ceci excepté, je suis comme toutes les femmes aussi, j'ai des valeurs et le fait d'être dans le partage authentique et la loyauté, c'est important. Mais c'est important aussi pour beaucoup d'hommes. Et comme beaucoup de femmes, je fais attention à moi. Voilà, on retrouve ce point, des hommes négligés.
Je m'entretiens, je prends soin de moi, je ne m'habille pas comme un sac. Alors j'attends ça aussi en face, effectivement. Combien de fois on me parle d'hommes qui arrivent habillés avec le minimum syndical, c'est tout juste si c'est pas un jogging ou un jean pourri, et qui disent à la nana « Ah ouais, tu es classe ». Même sans critères physiques hyper définis, nous dit Christine, il semble que ces critères-là soient déjà beaucoup trop même. Parce que ce type d'homme est une rareté. Je crois pas que ce soit une rareté. Je vais en parler un peu plus loin. Je ne vais pas baisser mes critères simplement pour être avec quelqu'un qui ne me fait pas envie. C'est hors de question. Et bravo pour vous respecter. Non, ce n'est pas si simple. Et les sites de rencontres semblent assez peu fréquentés par ce type d'homme. Je ne suis pas d'accord. Ces hommes-là ne sont pas une rareté, mais ils ne sont peut-être pas forcément dans une phase de la vie dans laquelle ils ont envie de partager ça. Et ils vont aller vers la facilité. La bonne nouvelle, Christine, c'est que, au bout d'un moment, ils en ont marre. Et ils reviennent à l'essentiel. Et c'est là que vous pouvez les rencontrer. Et que ce soit sur les sites, dans la vraie vie, quel que soit le site, ce n'est pas tant une question de qualité des hommes, mais de moments où ils sont dans leur vie et de l'envie qui les anime. En gros, est-ce que tu as en face de toi quelqu'un qui est dans une phase de consommation ou dans une phase de construction? Parfois, il ne le sait pas. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? C'est ce que j'appelle le ravissement du regard. Bon, ok, j'en conviens, c'est un petit peu précieux. Mais c'est quoi le ravissement du regard? C'est une manière de poser un regard sur toi, de te regarder avec un sourire dans les yeux, en plus du sourire, entre guillemets, des dents. Et c'est surtout la qualité de la connexion, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, et qui pour moi est essentielle. Et cette qualité de la connexion, vous n'êtes pas toujours capable de l'identifier. Et c'est ce qui fait que la personne va être intéressée par vous, va vous poser des questions, et du coup, va avoir envie de vous connaître. Et c'est ce qui fait que la personne va être intéressée par toi, va te poser des questions, et va avoir envie de te connaître. Mais souvent, celui qui a la connexion à ton égard ne t'intéresse pas, et celui qui t'intéresse ne l'a pas. Et c'est là où tu vas te perdre. Tu ne pourras jamais forcer la connexion. D'autres personnes l'appellent l'alchimie. Pour moi, la connexion, elle est ou elle n'est pas. Et si elle n'est pas, tu auras beau faire la danse des 7 voiles, te comporter comme Scheherazade, tu ne pourras jamais forcer un homme, ou une femme d'ailleurs, à ressentir cette connexion particulière. En revanche, si la connexion est présente chez lui et chez toi, là, ça devient intéressant. Sauf que tu vas très vite te rendre compte, et ça c'est mon 4e critère, que le rythme de l'autre, son feeling, ses messages, sa réactivité, ne sont pas forcément au rendez-vous. En d'autres termes, vous avez pu passer un excellent moment. Il a pu t'écrire juste dans la foulée. Elle t'a répondu tout de suite. Il a dit qu'il aimerait te revoir. Et pourtant, tu vas être ghosté, même si tu as été invité à dîner, même si tu l'as invité à dîner, même si vous vous êtes embrassés. Et donc, aujourd'hui, la connexion est la vraie. On ne parle pas d'un bon moment, on parle de quelque chose de bien plus profond, est assez rare. Si elle est là de part et d'autre, elle ne suffit pas. Parce que l'autre peut être déjà engagé dans un contact. L'autre peut déjà avoir un harem et tu vas prendre ton ticket comme à la sécu. Tu vas arriver en position 8 ou 9. Et du coup, tu vas arriver juste au mauvais moment. Tu l'aurais rencontré 15 jours plus tôt, c'était bon. Parfois, ça tient à si peu de choses. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Ça a juste à voir avec l'agenda de l'autre. L'autre va bien se garder de te donner son agenda et tous les détails. Ce qui nous amène au dernier point. C'est pour moi une sorte de bienveillance qui est nécessaire mais pas suffisante car comme on l'a vu dans le point numéro 4, l'autre peut parfaitement être bienveillant et disparaître tout autant. Malgré cela, si lors de vos échanges, tu es confronté aux 5 points suivants, je t'invite à prendre de la distance émotionnelle. Le premier, c'est l'ironie. Ah, mais t'as pas d'humour. Ah, mais je rigolais. Bah, dis donc, hein, il ressemble à rien ton ta, peu importe quoi. Et là, face à ta tête, l'autre va dire, ah, mais c'était pour rire. Donc une espèce d'ironie qui peut s'exercer à ton égard ou qui peut très bien être à l'égard de la vie des gens autour. Mais c'est une forme d'ironie, j'ai envie de rajouter caustique. Il y a aussi le passif agressif, mais il est tellement tendu, il est tellement peu généreux dans son vocabulaire. Et finalement, tu sens qu'il est en colère, et ça c'est complètement rédhibitoire parce qu'on est à des années-lumière de cette connexion. Il y a aussi celui qui se venge. Tu vas peut-être pas t'en rendre compte tout de suite, mais une vengeance que je trouve de plus en plus présente. J'ai fait déjà des vidéos sur le sujet. Et ça, c'est le type qui va pleurer pour avoir un rendez-vous quand tu ne réponds pas. Mais dès que tu lui as répondu, il va disparaître plusieurs jours de suite. Donc évidemment, tu ne réponds pas. Et là, il revient à la charge. Tu ne réponds pas parce qu'il a disparu plusieurs jours, etc., etc. Donc ce sont des comportements qui ne sont pas respectueux dans le rythme. À partir du moment où tu es en attente, où tu es obligé de faire des stratégies, où t'as les boules parce que l'autre te dit un truc mais ne fait pas ce qu'il dit, ça pue la vengeance. Il y a aussi celui qui te provoque. Celui qui te provoque, par exemple, il va te poser des questions challengeantes. Ça peut être aussi bien, c'est quand la dernière fois que t'as fait l'amour, que raconte-moi un souvenir d'enfance. Il peut te dire aussi quelque chose du genre,
Qu'est-ce qui fait qu'une nana comme toi soit encore célibataire? C'est quoi ton problème? Et là, on est vraiment, si c'est dit avec une certaine empathie, dans quelque chose qui ne relève pas de l'agressivité, je fais vraiment la nuance entre l'agressivité et la provoque pour t'obliger à sortir du bois et à te positionner. Et nous arrivons au dernier point, qui est insupportable. Il y a cet homme qui te dit avec une petite voix naïve, est-ce que tu ferais pas un peu peur aux hommes par hasard? Ou ce genre de réflexion débile dont ils ont le secret. À l'inverse, et ce sera mon dernier point, tu as celui auquel tu poses 2-3 questions et qui va te répondre pendant des heures et des heures, notamment te raconter sa rupture, comment il est en colère, comment sa Cruella l'a fait souffrir. Et dis-toi bien une chose, c'est que la personne qui te parle spontanément des ex-partenaires qui l'ont fait souffrir est quelqu'un qui a besoin soit d'un thérapeute gratos, soit de se répandre, soit te demande implicitement de ne pas lui ressembler. Et dans tous les cas de figure, tout ça ne sent pas la rose. Alors si tu as rencontré quelqu'un qui ne te pose pas de questions, qui ne t'intéresse pas ou qui a une conversation plate, comme on dit au Québec, avec lequel tu as du mal à te connecter ou dont tu sens qu'il est plus dans l'érotisme que dans l'intérêt pour toi, qui enfin va avoir des comportements bizarres dans sa façon de communiquer avec toi et qui, au bout du compte, ne fera pas preuve de bienveillance à ton égard. Et toi, dis-moi, est-ce que lorsque tu fais des rencontres, tes partenaires, tes dates ont ce type de comportement? Est-ce que parfois tu te sens maltraité ou coincé ou ton corps te dit barre-toi? Est-ce que tu as l'impression que l'échange est unilatéral ou que tu donnes beaucoup par rapport à ce que l'autre propose? Dis-le-moi dans les commentaires. Je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général le vendredi.